Merci beaucoup à Arnaud Hurel et Jean-Luc Chappé qui m'ont accompagné durant ma thèse, qui ont été très à l'écoute et très bienveillants dans leur encadrement. Je remercie mes laboratoires d'affiliation, l'IHMC et HNHP, grâce auxquels j'ai pu effectuer de nombreuses missions en archives, et évidemment la Société des Amis du Musée de l'Homme pour l'octroi de ce prix Le Roi Gourand. Donc d'abord, je vais vous expliquer un peu pourquoi ce sujet de thèse était important à mettre en œuvre. Il faut tout d'abord savoir que la préhistoire, c'est une science européenne qui est née en Europe, et que l'histoire de la préhistoire, donc l'histoire de cette science-là, s'est longtemps focalisée sur le contexte européen. Il y a des raisons à cela, c'est que c'est donc au milieu du 19e siècle qu'a émergé cette science, notamment entre la France et l'Angleterre, où a été reconnue officiellement la haute antiquité de l'homme. Et donc ça a été possible par la démonstration de la contemporanéité d'outils produits par des sociétés humaines dans les mêmes couches géologiques que des espèces animales disparues. Donc le fait de rencontrer ces outils-là dans les mêmes couches a fait la preuve de cette haute antiquité de l'existence humaine sur la Terre. Donc cette préhistoire nouvelle, elle se fonde peu à peu autour d'un cadre conceptuel, social, matériel et institutionnel qui est très ancré en Europe, et particulièrement en Europe occidentale. Et le but de cette nouvelle science préhistorique, c'est d'établir des chronologies. Donc celles-ci, elles sont fondées sur plusieurs méthodes, plusieurs principes majeurs. Le premier, c'est la stratigraphie, donc le fait que quand on est au sein d'un site archéologique, ce qui est le plus en profondeur est plus ancien que ce qui est plus proche de la surface. Et les préhistoriens ont beaucoup utilisé également la typologie, donc l'observation et le classement des outils taillés, des outils en pierre taillée, selon leur forme. Et donc, on observe la forme des outils, et lorsqu'on retrouve telle forme dans un autre site, on sait que c'est à peu près la même période, et on arrive à dater relativement les industries lithiques entre elles. Donc, quand je parle d'industrie lithique, je parle évidemment des outils taillés en pierre. Donc, les savants vont alors découper la préhistoire en périodes, et chacune de ces périodes sont caractérisées par un type d'outil en pierre. Et pour les nommer, on utilise le nom du site le plus représentatif de cette industrie. Donc là, je vous ai mis les grandes période majeure du Paléolithique. Vous avez Saint-Acheul, qui est dans la Somme, qui est utilisé pour nommer la période de l'Acheléen. Vous avez le Moustier pour le Moustérien, la grotte de la Madeleine pour le Magdalénien, etc. Donc, autant les collections qui proviennent de ces sites, que ces sites éponymes sont européens et a fortiori d'Europe occidentale. Donc on a beaucoup de sites en France, mais aussi quelques-uns en Suisse ou en Autriche. Donc à la fois du point de vue matériel et conceptuel, ce cadre de production de la préhistoire est très ancré en Europe, mais aussi du point de vue institutionnel et social, puisque la préhistoire, c'est une science qui s'institutionnalise à l'échelle européenne via les congrès internationaux d'anthropologie et d'archéologie préhistorique à partir des années 1860. Donc tous ces congrès se déroulent grossièrement dans des grandes villes européennes entre l'Espagne et la Russie occidentale. Et la majorité des participants sont européens ou américains de temps en temps. Donc toute ce cadre général de l'émergence de la préhistoire en tant que science et de sa production au XIXe siècle m'a fait me questionner sur ce qui se passait quand on avait des industries qu'on découvrait en dehors d'Europe, comment ces industries-là s'inséraient dans un modèle forgé pour expliquer les productions lithiques européennes. Alors je suis bien sûr pas la seule à m'intéresser à ce genre de sujet, et il y a des préhistoriens et des préhistoriennes qui avaient déjà soulevé le problème de ce cadre conceptuel très européen, notamment Hubert Forestier qui a travaillé sur l'Oabinien, qui est cette culture lithique du nord du Vietnam.
Et donc, je me suis également intéressée à cette industrie-là. Et pour ce faire, il a fallu que je retrace l'histoire de la préhistoire dans la colonie indo-chinoise, donc qui englobait le Vietnam actuel, mais également le Cambodge et le Laos. Et ma question principale, c'était donc de chercher à savoir comment ce modèle scientifique européen fonctionnait en Indochine, donc dans une zone tropicale, en contexte colonial, et dans une région où les successions d'outils taillés différaient très grandement de ce qu'on observait en Europe à la même époque. Donc pour répondre à cette question, je me suis, comme je vous l'ai dit, intéressée à la production de savoir sur la préhistoire en Indochine. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, l'Indochine, donc ça représente à partir du... En gros, c'est une zone qui a été colonisée par les Français à partir du milieu du 19e siècle, qui comporte aujourd'hui les Cambodge, Vietnam et Laos, grossièrement. Donc à partir de 1858, on a les Français qui arrivent par le sud de la péninsule indo-chinoise et dans cette région qu'on appelle aujourd'hui la Cochinchine, enfin qu'on appelait à l'époque la Cochinchine, et qui vont remonter progressivement pour coloniser toute cette zone-là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était évidemment une région avec une multitude de situations géopolitiques, culturelles et religieuses. Et donc, en parallèle de la conquête militaire, il y a des opérations de reconnaissance naturaliste, de description naturaliste, et la préhistoire fait partie de toute cette production de savoir qui est faite en parallèle de la conquête militaire de l'Indochine. Les acteurs de la préhistoire, à ce moment-là, donc à la fin du 19e siècle, ce sont des acteurs de la colonisation. Ce sont des administrateurs, des agents du service de santé de la marine, donc souvent des pharmaciens ou des médecins de marine, des missionnaires et des instituteurs. Donc tout ça, c'est les gens dont on a en général retenu les noms parce qu'ils ont soit donné des collections à certaines institutions, soit publié des choses dans des revues scientifiques. Mais tous ces gens n'ont pas travaillé seuls et ils étaient systématiquement accompagnés de personnels locaux qui faisaient office d'interprètes, de guides, qui les aidaient à prospecter pour trouver des sites et parfois même à récolter, très souvent d'ailleurs, à récolter des collections préhistoriques sur lesquelles qu'on pouvait ensuite décrire et publier. Parmi ces acteurs de la préhistoire de la fin du 19e siècle, on a Armand Corre, que je vous ai mis à droite, qui était un médecin de marine, qui est assez caractéristique des acteurs, des personnes qui faisaient des études de préhistoire à ce moment-là, et qui a été un des premiers à publier une étude sur le site de Samrongsen. Donc je vous ai mis à gauche une page de son journal de bord, son journal de route. Et donc en fait, dans ce contexte d'exploration coloniale et de reconnaissance des territoires, les paramètres d'une bonne collecte préhistorienne et d'une bonne étude préhistorienne vont dépendre de plusieurs éléments. Ce qui est très important à un moment où ce territoire-là est très méconnu des Français, c'est de pouvoir décrire l'arrivée sur le site. Donc ça, c'est des passages qui vont être très détaillés dans les études préhistoriques et qui vont informer sur les populations qui habitent la région, sur leur mode de vie, sur les éléments de géographie physique qui permettent de reconnaître la zone. Donc ce n'est pas uniquement des études sur les industries lithiques qu'on retrouve sur ces sites-là. Et donc de ces éléments-là dépendent le fait qu'il faut avoir une bonne entente avec le milieu indo-chinois, donc à la fois avec les administrateurs qui permettent d'avoir accès au site, mais également et surtout avec les habitants des alentours des sites archéologiques, avec les notables qui permettent de donner des informations sur les alentours. En somme, le fait de connaître le territoire et les peuples est assez valorisable dans les études préhistoriques à ce moment-là. Au tournant du XXe siècle, on va avoir des changements assez importants.
puisque à ce moment-là, Paul Doumer arrive à la tête du gouvernement général de l'Indochine et ça va signer une grosse restructuration administrative au sein du gouvernement général. Et découlant de cette restructuration, on va avoir des institutions qui sont créées, au sein desquelles certains acteurs vont participer à des études de préhistoire. Ces deux institutions, c'est l'École française d'Extrême-Orient, dont vous avez le musée à droite de l'écran. Donc ce musée-là, il date de 1932, mais avant ça, l'École française d'Extrême-Orient existe depuis la toute fin du 19e siècle à Hanoï. Donc il y avait déjà des locaux et un petit musée. Et à gauche, vous avez les locaux du service géologique, qui est la deuxième institution dans laquelle certaines personnes ont produit des études de préhistoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux institutions-là, dans les 20 premières années du XXe siècle, la pratique de la préhistoire est très marginale, en fait. Il y a assez peu d'agents qui sont consacrés à ces études-là. Ils le font en général de manière annexe, durant une mission géologique. Certains agents vont s'intéresser à faire quelques fouilles préhistoriques. Et à l'École française d'Extrême-Orient, il y a en fait très peu de personnes qui sont, voire pas du tout, qui sont spécialisées dans la préhistoire, puisque c'est essentiellement une institution qui s'attache à l'étude orientaliste, philologique et archéologique de la colonie, et donc qui se focalise beaucoup à ce moment-là sur les études khmères et cham, donc en gros la compréhension des temples d'Angkor, par exemple. C'est ce qui focalise beaucoup les moyens humains et financiers de l'école française. Au service géologique, on a une personne qui va donc faire des études de préhistoire en parallèle de ses activités de géologue. C'est Henri Mansuy. Il est paléontologue, autodidacte. Il s'est formé en participant aux cours du soir au muséum. Et il est assez proche de René Verneau, qui est donc professeur. À ce moment-là, il n'est pas encore professeur, mais il deviendra professeur à la chaire d'anthropologie du muséum au début du XXe siècle, et qui soutient sa candidature au service géologique. Et donc, ce Henri Mansuy, il va travailler au service géologique en tant que géologue, paléontologue, dans le premier quart du XXe siècle, et il va faire quelques études de préhistoire, notamment à Samrong Sen au Cambodge, mais pas que, aussi dans le nord du Vietnam actuel. Il tient régulièrement René Verneau au courant parce qu'il est assez proche de lui. Et à chaque fois que des collections sont exhumées, en fait, il va les ramener au laboratoire d'anthropologie du muséum pour que Verneau puisse les examiner. Ils font même une publication ensemble. Et donc à ce moment-là, le rapport finalement entre le service géologique et le Muséum national d'histoire naturelle en métropole, c'est un rapport interpersonnel. Ce n'est pas les institutions qui décident de se lier et de faire des échanges de collections. C'est vraiment deux personnalités de chaque institution qui vont travailler ensemble. Au début des années 20, il y a encore un changement qui va s'opérer. À ce moment-là, il y a pas mal de choses qui vont faire tourner le regard des personnes qui s'intéressent aux origines de l'humanité vers l'Asie. Donc, le paléontologue Marcelin Boule, que vous connaissez peut-être, qui était professeur au muséum, a publié Les hommes fossiles, donc un gros manuel qui synthétise toutes les recherches sur les restes humains préhistoriques, et dans lequel il voit dans l'Asie méridionale un potentiel foyer ou berceau des ancêtres des hominiens. Donc il y a cet aspect-là, et en plus de ça, durant les années 20, en Chine, vous allez avoir à la fois la démonstration d'un paléolithique très ancien, grâce à la mission des pères Émile Lissand et Teilhard de Chardin, mais également, à la fin des années 20, la découverte de restes humains fossiles à Zhoukoudian, près de Pékin. Donc tous ces éléments-là vont faire que les anthropologues, les préhistoriens, les savants en général tournent leur regard vers l'Asie. Et parallèlement, on a également, durant les années 20, un fort dynamisme de la
recherche préhistorique dans les institutions indo-chinoises, notamment au service géologique, puisque les responsables du service géologique vont octroyer à Henri Mansuy, alors qu'il part à la retraite, 4 ans de contrat spécifiquement pour qu'il fasse des études de préhistoire. Et donc Henri Mansuy va à ce moment-là former Madeleine Colany, qui est paléobotaniste au service géologique, à la préhistoire. Donc elle est en bas à droite de l'écran. Et il va y avoir beaucoup de fouilles qui vont être faites, notamment dans le nord du Vietnam actuel, dans les massifs calcaires de Bac Son et de Hoa Binh, et de nombreuses grottes qui seront visitées et fouillées par Madeleine Colany à ce moment-là. Parmi les industries lithiques, parmi les outils taillés qui sont exhumés d'abord par Henri Mansuy puis par Madeleine Colany dans cette région-là, on a des outils uniquement taillés, alors que jusque-là, en Indochine, on n'avait trouvé que du matériel archéologique qui dépendait du néolithique, c'est-à-dire des choses polies. Là, Madeleine Colany exhume des industries uniquement taillées et parfois des industries avec un peu de polissage au tranchant. Donc ça ressemble à ce qui était classé dans le paléolithique ancien en Europe. En revanche, il y a un petit souci, c'est qu'en Indochine, quand on retrouve ces types d'objets-là, on les retrouve dans des couches géologiques actuelles, donc assez peu récentes, et parfois proches d'outils qui sont uniquement polis ou avec des traces de polissage. Donc c'est très paradoxal parce qu'on ne trouve pas la diversité de types d'outils taillés qu'on retrouve en Europe occidentale. Madeleine Colany décide, sous l'argument de la forme de ces outils-là, donc sous un aspect typologique, elle décide de les classer dans le paléolithique, donc en regard de leur forme, mais ça ne plaît pas forcément à certains préhistoriens comme Raymond Vaufré, qui, donc là, dans cet article, il fait un compte-rendu du travail de Colany, et il explique que ce qu'elle entend par paléolithique, donc pour décrire les objets qu'elle a exhumés, elle parle de paléolithe, de protonéolithe pour parler des outils taillés avec un peu de polissage au tranchant, et de néolithe pour parler des outils uniquement polis. Et Raymond Vaufré n'est pas d'accord avec ça parce que cette terminologie-là signifie qu'on utilise uniquement la définition typologique des outils en pierre et qu'on met de côté la conception géologique et chronologique du terme paléolithique. C'est-à-dire que Madeleine Colany fait fi des travaux qui ont été faits en préhistoire européenne et qui ont corrélé donc, les périodes préhistoriques sur la base de la typologie des industries avec des périodes géologiques. Et donc, en fait, on a bien là une difficulté à adapter le modèle qui est initialement conçu pour l'Europe aux industries asiatiques et au terrain indo-chinois. On a également des restes humains qui sont exhumés dans ces grottes-là et qui, de la même façon, ressemblent beaucoup aux restes humains actuels qui sont trouvés donc, avec ces industries qui ressemblent pourtant à quelque chose de très, très ancien. Et donc, dans le contexte des découvertes chinoises, l'existence d'un paléolithique potentiel en Indochine, mais l'existence également de restes humains anciens ne passe pas inaperçue et les anthropologues du muséum, comme René Verneau, qui soutenait Henri Mansuy, s'y intéressent beaucoup. Et Verneau va faire venir des collections à Paris pour les examiner, en particulier 17 crânes, quelques centaines de restes post-crâniens, ainsi que des industries lithiques. Donc il les fait venir au laboratoire d'anthropologie pour les étudier. Et à ce moment-là, à l'inverse du début du siècle, où le service géologique ne s'inquiétait pas trop de l'exportation de ces collections, il laissait Henri Mansuy faire. À ce moment-là, dans les années 20, le service géologique prend vraiment garde à cette exportation de collections et va suivre les objets et va encadrer ce dépôt temporaire qui va être fait au muséum en signalant à Verneau qu'il va falloir les rendre au bout d'un an. Cependant, René Verneau n'a pas le temps de les étudier, donc il fait proroger ce délai.
et ça, en fait, ça va déboucher sur un conflit entre l'institution scientifique coloniale, qui est le service géologique, et l'institution scientifique nationale, qui est le Muséum national d'histoire naturelle. C'est pas qu'une question de prestige de restes humains asiatiques, parce que finalement, quand ils sont même dès 1925, lorsqu'ils sont publiés par Henri Mansuet et Madeleine Colany, on se rend très vite compte qu'ils ne sont pas aussi anciens que le sont les restes du Sinanthrope, par exemple. Mais c'est surtout une question majeure pour la colonie parce que l'Indochine est assez dépourvue de collections en général. Donc pour des sciences naturalistes qui s'intéressent, qui utilisent beaucoup les collections pour la production de données, c'est très très important de conserver des collections de référence sur place et d'éviter qu'elles sortent de la colonie. Donc c'est ce que André Lochard, qui est le responsable du service géologique à ce moment-là, signale à René Verneau lorsque René Verneau demande à faire venir les pièces. Et c'est aussi quelque chose qui est connu en métropole, puisque Albert Sarraut, qui était anciennement le gouverneur général de l'Indochine, qui a été pendant quelques années, au début des années 20, ministre des colonies, c'est aussi quelque chose qu'Albert Sarraut sait. Ici, à l'Académie des sciences coloniales, lorsque René Verneau fait part de ce projet de faire venir les crânes et les industries lithiques de l'Indochine jusqu'en métropole, Albert Sarraut signale bien qu'il y a deux écoles à ce sujet-là, que soit on décide de faire venir les collections en métropole sous l'argument qu'elles seront consultées et étudiées par beaucoup de personnes, puisque c'est un centre scientifique majeur à Paris, soit on décide de les laisser dans la colonie pour constituer des collections de comparaison et pour que les rares personnes qui font des études scientifiques à la colonie puissent avoir du matériel de recherche. Cependant, donc on est en 1928, quelques années plus tard, René Verneau part à la retraite et Paul Rivet le remplace à la chaire d'anthropologie du muséum et donc obtient la responsabilité de ses collections. Et lui, il va décider tout bonnement de conserver les originaux sur place au muséum, alors même que le service géologique insiste encore et toujours pour les voir revenir dans la colonie. Comment ça va se solder cette affaire? C'est que Rivet, grâce à l'appui à la fois du directeur du muséum, qui est Louis Mangin à cette époque-là, et du directeur de l'école française d'Extrême-Orient à Hanoï, va réussir à faire plier le service géologique et il va proposer d'apporter des moulages à la place des originaux à Hanoï. Donc finalement, le service géologique récupère des moulages de crâne, alors même qu'il voulait initialement ne faire qu'un dépôt temporaire au muséum. Donc là, on se rend bien compte que finalement, non seulement dans ces années 20, ce n'est plus des personnes, René Verneau, Henri Mansuet, qui gèrent les échanges des collections pour les institutions, mais c'est les institutions en elles-mêmes qui sont investies dans les échanges des collections et dans l'exportation de collections. Mais on se rend aussi compte qu'il y a une forme de prépondérance du Muséum national d'histoire naturelle sur le service géologique, le muséum arrive à ses fins, là où le service géologique récupère les moulages des crânes. Je vais finir en vous parlant d'une dernière période importante pour la préhistoire indo-chinoise et plus généralement la préhistoire du sud-est asiatique, c'est les années 30. C'est un moment important parce que c'est un moment où on va avoir la formation d'une communauté préhistorienne propre à la région, à l'Asie du Sud-Est, et ce grâce à la constitution des congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient. Donc il y en a 3 durant les années 30, en 32, 35 et 38. Et il y a eu un pré-congrès, on va dire, à Java en 1929 pour préparer ces réunions-là. Donc, pour qui et pourquoi ont été établies ces réunions? Les participants du congrès, on peut le voir sur cette photo, ce sont essentiellement des Européens et des Occidentaux qui dépendent des colonies
du sud-est asiatique, donc des Néerlandais, des Britanniques, des Français et des Américains. D'ailleurs, les pays donc, représentés à la fois par des délégués, mais aussi les pays à propos desquels on fait des communications à ces congrès-là, sont en majorité des pays d'Asie du Sud-Est, avec une participation de quelques pays d'Asie orientale en 1932 et une légère ouverture vers le Pacifique et avec l'Australie à la fin des années 30. Donc c'est la carte que vous voyez à droite représente ça. Donc, grossièrement, ces congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient sont faits pour des Occidentaux qui font de la recherche préhistorique en Asie du Sud-Est, sur l'Asie du Sud-Est. Et ils se retrouvent pour se former, pour échanger, et pour se rencontrer, finalement pour dynamiser la recherche là où il y a assez peu de savants sur place. En effet, les congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient regroupent entre 15 et 60 participants dans les années 30, alors qu'au même moment, les congrès internationaux des sciences préhistoriques et protohistoriques qui se déroulent en Europe, donc à Londres en 1932, à Oslo en 1936, regroupent près de 600 personnes. Donc il n'y a pas de commune mesure entre les congrès asiatiques et les congrès qui se passent en Europe. Et on voit encore une fois pendant ces congrès que la thématique des collections de référence est assez forte, puisque à l'un de ces congrès, on décide de créer une collection de références qui comporterait toutes les séries préhistoriques d'Asie et que cette collection de références serait centralisée à Singapour. Donc c'est dans le hall de préhistoire asiatique que toutes ces collections vont être rassemblées au Raffles Museum de Singapour en 1935. Donc ce sont des réunions finalement où va se former une communauté savante régionale qui va avoir ses problématiques propres, puisqu'on va surtout se regrouper pour s'accorder sur un vocabulaire, sur une terminologie qui permette de parler des industries lithiques comme l'oabinien, et qui sont assez difficiles à interpréter selon le cadre conceptuel européen. Donc à la fin du premier congrès en 1932 à Hanoï, les participants vont voter une résolution qui sera et je cite, de préciser le sens des mots paléolithique et néolithique, qui désignent en Extrême Asie uniquement le type morphologique auquel appartient un outil déterminé, tandis qu'en Europe, paléolithique recouvre quaternaire. Donc plutôt une définition géologique. Aussi une définition géologique. La question ne pourra être tranchée que par le Congrès international de préhistoire qui se réunira à Londres en juillet 1932. Donc on voit qu'il y a une volonté de modifier la signification d'un terme d'usage en préhistoire depuis le XIXe siècle. Donc pour les préhistoriens du sud-est asiatique, on cherche à conserver le sens typologique du mot paléolithique, mais à en noter le sens chronologique ou géologique qui est associé à ce terme-là, pour pouvoir continuer à l'utiliser pour parler de la réalité préhistorique du sud-est asiatique. Quelques mois plus tard, à Londres, va se réunir donc ce congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques, qui est l'héritier des congrès européens qui se déroulaient depuis les années 1860 en Europe. Et à ce congrès-là, donc ils prennent connaissance de la demande des congressistes asiatiques. Et il y a un refus tout net, finalement, de changer la terminologie, la définition du mot paléolithique. Et c'est ce que Raymond Vaufray, qui est un des organisateurs du congrès, explique dans son compte-rendu du congrès de Londres. Il dit ainsi, donc c'est le petit texte en bas à droite, que saisi d'une proposition tendant à bouleverser la nomenclature paléolithique en usage, le Conseil s'y est refusé. La fantaisie ne peut être substituée dans ce domaine aux règles précises de la terminologie, et c'est de l'usage seul et non de la décision d'un concile que dépend la vie ultime des termes de la nomenclature. Donc en fait, ce qu'il dit là, c'est que on ne peut pas changer la définition du terme paléolithique parce que les usages font qu'en Europe, on utilise ce terme pour parler à la fois d'une période géologique et d'une typologie d'outils. Sauf qu'il ne prend pas en compte le fait qu'en Asie du Sud-Est, les préhistoriens et les préhistoriennes utilisent ce terme, donc en font usage, pour uniquement parler de la forme des outils, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, et en effet, c'est évidemment cohérent, parce qu'en Europe, depuis le début du siècle, donc
les chronologies qui étaient élaborées au XIXe siècle ont été revues, ont été corrigées et donc ont été corrélées aux séquences géologiques, et particulièrement à ces successions de phases glaciaires et interglaciaires qui sont moins visibles en Asie du Sud-Est. Et donc cette double signification du terme paléolithique, elle a une pertinence en Europe, mais elle n'a pas de pertinence en Asie du Sud-Est. Et finalement, avec cette décision, on a la preuve d'une forme d'hégémonie du système chronologique européen, mais aussi, parallèlement, la mise sur pied d'une communauté sud-est asiatique qui a ses intérêts propres et qui s'autonomise petit à petit. D'ailleurs, les congrès sud-est asiatiques continuent après la Seconde Guerre mondiale et ont encore lieu aujourd'hui sous la forme de l'Indo-Pacific Prehistorian Association. Voilà, donc pour conclure rapidement, ce qui, je pense, est majeur dans les résultats de mon travail, c'est que j'ai produit le cadre de comment la préhistoire se développait en Indochine pendant la période coloniale. J'ai montré qu'elle était vraiment concomitante à la colonisation, comme la plupart des sciences naturelles à ce moment-là, et que les personnes qui la pratiquent étaient, au XIXe siècle, tout d'abord, bien souvent des acteurs de la colonisation, ou insérés à partir du début du XXe siècle dans les services de l'administration coloniale, dans les institutions coloniales scientifiques. Finalement, j'ai également montré que le système chronotypologique qui est construit en Europe ne fonctionne pas pour interpréter les outils en pierre qui sont exhumés au nord du Vietnam durant les années 20, et que les tentatives d'adaptation de ce système, en modifiant en fait la terminologie qui est associée traditionnellement à ces industries-là, ces tentatives-là sont très mal reçues en Europe, mais permettent tout de même la formation d'une communauté savante à l'échelle régionale en Asie du Sud-Est. Merci pour votre attention.